Ami d'internet, bonjour, bonjour. Mais, ça sent les pieds ici. Zaz, tu trouves... Pas de Zaz ici, noble seigneur. Seulement votre bon vieux Zazouille la fripouille. Bah oui. Vraiment? Ah oui, c'est moyenâgeux, hein, c'est... Médiéval. Hein? Mais... Oh, dégage. 5 idées reçues sur le Moyen-Âge. Je sais pas lire, plus des pieds. Tu fais quoi encore? Bah, c'est tous des teubés au Moyen-Âge, non? Ouais, puis ils jouaient tous mal aussi. Vous êtes nombreux à partager ce point de vue, hein. Vous savez quoi? On va commencer par ça. Putain, mais tu t'es vraiment pas lavé? Une seconde. Il est reçu 0. Ça s'écrit Moyen-Âge, et pas moyen-âge. Y a pas de tiré. Merci. Bon, déjà, le nom Moyen-Âge nous est donné par les humanistes de la Renaissance, une période durant laquelle on redécouvre la culture gréco-romaine. C'est une manière péjorative de donner un nom à la période qui les sépare de l'Antiquité, période durant laquelle cette culture n'est pas en odeur de sainteté. Et pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est pas suffisant pour parler d'obscurantisme. Le fait qu'une culture qu'on apprécie soit pas mise en avant par une société, ça a toujours été plus ou moins le cas. Même les Grecs et les Romains mettaient volontairement certaines cultures de côté, et c'est pas pour autant qu'on va dire d'eux que c'était des gros teubés. À la limite, ça en fait des gens qui sont pas très ouverts d'esprit. J'ai même envie de rajouter que, aujourd'hui encore, 21e siècle, tout ça, il y a juste à voir tous les débats qui sont liés à l'arrivée de nouvelles cultures pour se rendre compte que ça soulève toujours beaucoup de questions, et ça fait pas de nous des gens cons comme des meubles. Ouais. Bon, on va dire que je m'avance pas pour le 21e siècle, mais vous comprenez l'idée. Cette idée est renforcée au 18e siècle par les philosophes des Lumières, qui y intègrent les notions d'obscurantisme politique et religieux, obscurantisme par opposition à leur lumière bien sûr. Pour l'obscurantisme politique, c'est assez simple à comprendre, les Lumières puis la Révolution française cherchent à décrédibiliser l'autorité royale, et comme elle s'est constituée pendant le Moyen-Âge, voilà. Pour l'obscurantisme religieux, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La religion est associée au pouvoir royal, donc elle se prend des tartes au passage, mais il faut dire que les gars sont pas tout blancs non plus, et qu'ils ont effectivement interdit certains savoirs. Par contre, les exemples les plus violents de fanatisme religieux, comme les exactions de l'Inquisition, c'est effectivement à la Renaissance et à l'époque moderne qu'on les a, comme avec la lutte contre le protestantisme ou les guerres de religion. Et les croisades, on oublie? Alors non, les croisades on n'oublie pas, par contre ici la religion elle sert surtout un prétexte géopolitique pour aller conquérir des territoires assez loin. Et puis on va dire que c'était l'occasion de se débarrasser des gros bourrins au sang chaud qu'on avait chez nous. Tuer des infidèles n'est pas un meurtre. C'est le chemin qui conduit au ciel. Donc, même si le savoir est traité différemment durant le Moyen-Âge, on ne peut pas parler d'obscurantisme, que ce soit d'un point de vue architectural avec des constructions fantastiques comme les cathédrales, artisanal avec le travail du métal, l'orfèvrerie, les tapisseries, ou encore artistique avec la musique, les portraits, les enluminures. Le Moyen-Âge est une période florissante. Et enfin, et je vais conclure avec ça, il ne faut pas oublier une des inventions fondamentales de l'histoire pour la diffusion de la culture, l'imprimerie, et l'imprimerie, on la doit au Moyen-Âge. Et ouais. Une autre idée tenace concernant le Moyen-Âge est celle qui fait du roi un seigneur tout-puissant en son royaume, disposant de ses sujets comme de ses biens. Si vous aviez cette idée en tête, pas de bol, ça c'est le roi absolu de l'époque moderne. Au Moyen-Âge, on est assez loin de cette vérité. Voire même franchement loin. À l'époque, le système politique du royaume, c'est ce qu'on appelle la féodalité. En gros, le roi n'a pas suffisamment d'autorité pour centraliser son pouvoir et est donc obligé d'en déléguer une partie à certaines personnes, les seigneurs. Cette division politique implique une division du royaume. Chaque seigneur administre un territoire au nom du roi, et pour bien faire, s'appuie à son tour sur des seigneurs mineurs.
Mais là où le bas blesse, c'est quand l'autorité royale est tellement morcelée que les seigneurs s'en battent les reins du roi et font leur petite popote dans leur coin. Et vas-y que je te fais la guerre à mon voisin, et vas-y que je te brûle tes champs d'une manière pas très sport, et vas-y même que je m'allie à d'autres pays contre mon propre roi. Hein, le comte de Flandre? En bref, ça devient vite un beau bordel à gérer. Mais le roi, dans tout ça, il fait quoi? Le roi, il est confiné bien sagement dans son domaine royal, à la merci des raids réguliers de ses petits voisins. Il est tellement isolé que dans certaines parties du royaume, on ne connaît même pas son nom. Du coup, l'un des enjeux principaux de la dynastie capétienne, ça va être la restauration de l'autorité royale, que ce soit par la guerre, les mariages ou les alliances. Et si on nommait la période de la guerre de 100 ans, ça finira bel et bien par réussir et mener à l'instauration de la monarchie absolue. Ah bah ouais. Ouais, enfin, des siècles plus tard quand même. Ah vache, paye ton idée reçue. Alors c'est vrai qu'entre tout ce qui est film, série, bande dessinée, roman ou encore jeux vidéo d'heroic fantasy, dans la tête de la plupart des gens, un seigneur médiéval égale un château fort en pierre, et avec des douves autour s'il vous plaît, sinon ça fait clodo. En vrai, on est très loin de ça, c'est très facile à comprendre. Déjà, oui, il existe vraiment des châteaux forts en pierre, hein, des forteresses comme Château-Gaillard, ça existe, mais ça, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, ça coûte v'là les thunes sa mère. Donc, on a vu juste avant que, au Moyen-Âge, le pouvoir politique est dispatché entre un grand nombre de seigneurs de plus ou moins grande envergure, et la majorité de ces seigneurs, elle a pas v'là les thunes sa mère. C'est un peu comme aujourd'hui. Vous imaginez bien que le maire de Le Mesnil-Mitry, il a pas les mêmes rentrées d'argent que le maire de Bordeaux. Surtout que ces seigneurs-là dont on parle, ils se foutent sur la gueule assez régulièrement, donc les besoins en argent sont très importants pour la défense, et construire en pierre c'est méga long. Faudra attendre le roi Philippe Auguste pour que l'accent soit mis sur les places fortes, et encore, surtout d'un point de vue national. Les gars, s'ils ont pas de château, ils vivent dans quoi? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais là il va falloir que je fasse mal à votre imaginaire. Les gars, ils vivent dans ce qu'on appelle une motte castrale. Une motte castrale, c'est une butte de terre, un tertre, qui est rehaussée, entourée d'un fossé, surplombée par une palissade en bois, avec tout en haut une tour, en bois elle aussi, parce que ça coûte pas cher et que c'est facile à transporter. La plupart du temps, ça ressemble plus à une grosse grange fortifiée, mais dans certains cas, ça peut s'apparenter à un château. Encore une fois, ça dépend de la richesse du seigneur. Une motte fortifiée? Ah la vache, on est loin de Minas Tirith. Bah oui, mais bon, n'est pas le duc d'Aquitaine qui veut. Alors, pour les guerres médiévales, c'est un peu comme pour les gladiateurs. Tout nu et couvert d'huile? Oui, t'es tout nu et couvert d'huile. Mais non! Pour les gladiateurs, il y a beaucoup d'idées reçues, j'en ai choisi une parmi toutes. Les guerres médiévales sont terriblement meurtrières. Il y a des grandes batailles au Moyen-Âge, comme Bouvines ou Azincourt, mais celles-là sont extrêmement rares. La règle, c'est plutôt des raids, des escarmouches ou encore des sièges. Il y a une raison très simple à cela, et vous devriez comprendre si vous n'avez pas dormi depuis le début de la vidéo, troisième fois que je le dis. Le pouvoir politique est morcelé, il y a de nombreuses petites seigneuries en compétition constante les unes avec les autres, donc forcément, ils n'ont pas les moyens de faire des batailles de grande envergure. D'autant qu'en plus, ils se fritent assez régulièrement. À tel point que l'église doit elle-même intervenir pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus autant se foutre sur la gueule. Après, faut dire qu'ils avaient quand même franchement abusé et qu'on voyait d'un très mauvais œil qu'ils se comportent comme des gros bourrins. Pour rappel, le chevalier est quand même censé défendre les valeurs de la chrétienté. Défendre la veuve, l'orphelin, tout ça. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les mouvements de paix et de trêve de Dieu. On va interdire aux seigneurs de se battre à certains moments de l'année, comme Pâques ou encore Noël, et après on leur interdira même de se battre certains jours de la semaine, comme le dimanche. Et les quelques réfractaires qui veulent pas arrêter, me direz-vous? Eh ben c'est simple, c'était l'occasion de se débarrasser des gros bourrins au sang chaud qu'on avait chez nous. Alors, pourquoi ces guerres ne seraient-elles pas meurtrières?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, l'adversaire d'un chevalier, c'est un autre chevalier, donc un seigneur. Et pour le coup, pourquoi le tuer? Oui, pourquoi pas plutôt le capturer, et puis demander une rançon à sa famille? C'est que ça coûte cher d'être un seigneur. Ça coûte même très cher quand on est un seigneur qui fait la guerre. Il faut payer son équipement, son cheval, entretenir ses hommes, il y a tout le ravitaillement, et puis si la guerre se passe chez nous, c'est les fortifications à payer. Tout ça, c'est une véritable fortune, et je vais me répéter, 4e fois, mais beaucoup de petits seigneurs égale besoin de beaucoup d'argent pour être plus fort que le voisin. Enfin, l'armée c'est pas que des gros richards, loin de là, faut aussi prendre en compte toute la masse qui vient s'y joindre, ce qu'on appelle la piétaille, donc des civils qui sont armés pour le combat. Et là, si le prix à l'unité du grouillot de base ne casse pas 3 pattes à un canard, c'est vraiment au kilo que ça devient intéressant. Quand on capture des groupes entiers, on finit par rentrer dans ses frais. Donc en gros, t'es en train de détruire toute l'image qu'on se fait du Moyen-Âge. Oui, c'est un peu le principe de l'émission. Puis c'est surtout que le Moyen-Âge, c'est un peu le cas d'école de la période qui est blindé d'idées reçues complètement fausses. Et encore, j'ai pas fini. Oh, tu vas pas nous dire que les dragons n'existaient pas, hein? Ah non, pas les dragons. Hein. Je reviens pas sur l'origine de celle-là. Hein. La Renaissance, les Lumières, la citation de Voltaire. Forcément, au Moyen-Âge, en plus d'être cons, les gens sont crades. Et bah, au Moyen-Âge, les gens prennent soin de leur hygiène corporelle. Et ils le font parce qu'ils savent que c'est bien pour la santé. Ou que ça peut être bien aussi d'un point de vue social. Le fait de pas puer en présence des autres, par exemple. Comme si les gens avaient oublié que c'était bien de se laver. Faut pas oublier qu'on hérite de la tradition romaine, et que dans certaines villes, il y a encore des thermes. Ou alors leur évolution médiévale les étuve. Et on sait que les gens y vont, c'est dans les traités médicaux de l'époque. D'ailleurs, toutes les villes ont des bains publics, au XIIIe siècle c'est 27 rien qu'à Paris. Et dans le monde rural, il y a des rivières et les toilettes qui... Bon, c'est moins classe, n'empêche que ça reste propre. Je n'ai rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Même à table, on a l'image des visiteurs qui bouffent comme des gros porcs, mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire, on se passe une bassine d'eau parfumée pour se laver les mains. On ne remet pas dans un plat un aliment qu'on vient d'entamer. On s'essuie la bouche avant de boire un coup. Les gars ont même du dentifrice. Alors, c'est sûr, c'est pas du Sensodyne. Mais quand même, ils se lavent les dents. Et c'est pareil pour les odeurs corporelles. Enfin, les gars ont du savon, ils ont du shampoing, ils ont même du parfum. Parce qu'on sait que l'hygiène c'est important pour le fait de vivre ensemble et pour la santé, et qu'il faut arrêter de croire qu'au Moyen-Âge tout le monde est devenu con comme un placard. Et là je passe à la conclusion. Il faut vous sortir de la tête que le Moyen-Âge est la pire période de l'histoire de l'humanité. C'est pas le cas. C'est 1000 ans d'histoire, 1000 ans de société et d'individus. Et non, les gens sont pas devenus subitement cons à la chute de l'Empire romain, et puis oh, un nouveau intelligent à la Renaissance. Non. Les guerres médiévales sont pas plus violentes que les autres. Il suffit de regarder le nombre de morts dans les batailles antiques, ou voir ce que l'arrivée de l'artillerie a fait dans les guerres modernes. Et encore, je parle même pas de l'époque contemporaine, je l'ai déjà assez fait dans les vidéos d'avant. Et non, le Moyen-Âge n'est pas une période d'obscurantisme. Certes, certains savoirs sont mis de côté, voire interdits. Mais déjà, ils ne le sont que lorsqu'ils entrent en contradiction avec le dogme chrétien. Ça reste une idée de merde, je suis d'accord, mais c'est loin d'être aussi général que ce qu'on peut parfois entendre. Et même cette église qu'on accuse de tous les maux, eh bien, elle a une véritable volonté d'éduquer le peuple, et même dans les campagnes. Alors, certes, autour de la culture chrétienne, je reviens pas là-dessus, mais quand même, l'église veut que le peuple soit éduqué. Donc non, ce n'est pas une période d'obscurantisme. Merde. Pardon. Ça va aller? Oui. Mais c'est chiant aussi les idées reçues. Oui, c'est chiant. Bon, je vais terminer par ça. Il ne faut pas être partisan du « c'était mieux avant ». Parce que c'est stupide et qu'il faut pas avoir un bac plus 5 pour se rendre compte qu'on vit dans une période globalement plus sûre et avec de sacrés avantages sociaux. Pourtant, faut pas faire l'inverse et se dire qu'avant le 21e siècle, les gens étaient cons ou que les sociétés passées valent moins que la nôtre. Faut pas se dire que les sociétés d'avant sont le brouillon de notre société actuelle, ni se dire non plus que nous, on est la ligne d'arrivée de la civilisation. On est
une société parmi toutes les autres. Et il y a fort à parier que d'ici 500 ans, nous aussi on passera pour des gros cons d'arriérés. Merci d'avoir pris quelques minutes pour comprendre. Cet épisode est terminé. Alors comme d'hab, si vous avez aimé, un petit pouce, quelque chose à dire, un petit commentaire, je les lis tous et même que j'y réponds. Vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne? C'est très simple, partagez cet épisode. En plus, ça me fait plaisir. Pas encore abonné? C'est par là. Facebook et Twitter, c'est par ici. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, votre ami dans le temps. Ah, c'était cool, hein. C'était intéressant. Merci. Hein. Franchement, bien joué, hein. Ouais, merci. Ah, C'était il y a eu bien. quoi? Il y a eu les idées reçues. Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, maintenant qu'on est entre nous, Mhm. tu sais, les histoires de dragons, là. Zaz. Hein? Zaz. Hein? Les dragons. La 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 la. Les la, 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 Il faudra bien que t'affrontes la réalité. Mais si vous existez. Mais si vous existez. Quoi? Non, je parlais au chat. Bonne nuitée, les petits hauts.